Alors, nous allons parler tout de suite du premier titre retenu par les analystes politiques, incivisme et vandalisme des installations électriques. L'État saigne, l'économie nationale frappée, la délinquance coûte cher. Hugues Hector Zogo, Oumar Adeyanju, c'est un phénomène dont on ne parle pas souvent, mais la société se plaignait depuis plusieurs années. Il y a eu des arrestations, il y a des gens qui croupissent en prison pour ce phénomène, pour ce vol de câbles. Et même, ils ont osé voler, si je ne me trompe, des câbles même, je ne sais pas si... quelque part, je ne sais pas si c'est à Ouedo. Oui, il y a un phénomène de vol de câbles à Ouedo, je ne sais pas si c'est non loin du chantier de Ouedo ou c'est dans les encablures. Mais quand même, la police fait son travail, mais je pense que trop. C'est trop. Qu'est-ce que vous, qu'en dites-vous, Oumar Adeyanju, ce phénomène qui coûte quand même des milliards à l'État? Pourtant, ces fils du Bénin bénéficient de ce service. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas prendre conscience et comprendre que c'est l'État qui saigne? Je dis exactement comme vous, trop c'est trop. Ou un voleur ne prend pas conscience. Oui, c'est un hors-la-loi, il ne connaît pas la loi, il ne connaît pas les règles de la société, il s'en fout pas mal de pas mal de choses et finalement il devient ce qu'il est, vous l'avez dit, voleur, bandit, malfrat, voilà. Et c'est pas une très bonne chose. Et il est bien que la SBE tire la sonnette d'alarme, c'est une très très bonne chose parce que les conséquences de ce que ces gens-là font sont quand même assez graves. On est à la recherche de cuivre. Généralement, c'est le cuivre qu'ils cherchent parce que ça se revend sur le marché. C'est très lucratif. Les gens arrivent donc à se faire pas mal de petits sous avec. Donc, ils pensent que non, ne serait-ce que pour ça, simplement, ils vont détruire des transformateurs haute tension, ils vont détruire des coffrets complets de la SBE, ils vont abattre même des poteaux. Et donc, on prend ces cuivres-là et on va les revendre. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on crée des préjudices pour la société. Et quand il y aura des coupures d'électricité, parce que quand un poteau est abattu, quand il y a un transformateur qui est coupé, c'est tout le, comment on appelle, tout le circuit de la SBE qui est bloqué en ce moment-là. Et donc, ça va créer des désagréments. Donc, le préjudice pour la société, pour la société SBE, je veux dire, pour l'entreprise SBE, et le préjudice également pour les populations. Et qu'on sait l'importance de l'électricité. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. L'électricité, c'est ce que nous utilisons dans nos foyers. Au-delà de nos foyers, dans les hôpitaux, dans les environs de cet endroit-là, les gens utilisent cette électricité-là pour sauver des vies. Cette électricité, pardon, pour sauver des vies. Mais on ne se rend plus compte, on fait ce qu'on veut, parce qu'on veut gagner un peu de sous, parce qu'on veut vendre du cuivre, parce qu'il faut aller brûler rapidement le transformateur, extraire le cuivre et aller le vendre. Moi, je pense qu'il faut sévir. Il faut sévir, mais avec une grande rigueur, parce que ça traîne. Il y a longtemps qu'on décrit cela. C'est le même refrain à chaque fois. On revient, oui, les SBE, on vole les... Mais à un moment, il faut sévir. À un moment, il faut vraiment surveiller les poteaux. À un moment, il faut vraiment surveiller les installations de la SBE. Faut-il positionner des agents auprès des poteaux 24 heures sur 24? Pas forcément des agents. Pour surveiller les poteaux? La police connaît son procédé, ils connaissent le métier. Il faut y avoir un regard un peu plus sérieux. Il faut être un peu plus attentif. Qu'est-ce qu'on met en place comme enquête? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir donc démanteler ces réseaux-là ou bien même dénicher si c'est des gens qui agissent comme ça, des gens qui agissent comme ça. Ils doivent forcément des complices et des receleurs. Même, voilà, il y a des dans tous les cas, quand vous avez le cuivre, quand vous n'avez pas quelqu'un à qui le vendre, pourquoi vous allez le chercher? Voilà. Peut-être que ça sera la piste à suivre aussi. Rechercher à qui profite la vente du cuivre. Qui achète le cuivre? Oui, qui achète le cuivre que les gens vendent? Qui l'achète? Le pire même, vous savez c'est quoi? C'est les nouvelles belles routes qu'on construit en race campagne, un peu partout. Vous savez ce que les gens font? Ils vont même jusqu'à aller démonter les poteaux électriques, enfin les batteries qu'il y a dans ces poteaux électriques-là. Oui, c'est les poteaux solaires là. Ils vont jusqu'à enlever les batteries pour aller. Pourtant, c'est les localités qui sont éclairées. Voilà, pourtant c'est votre localité qui vient éclairer. Et comment est-ce qu'il faut monter? À quelle heure ils le font? Donc, il y a un problème. Il faut que la police s'y mette réellement. Il faut qu'on fasse des enquêtes. Il faut considérer véritablement les installations de la SBE. Oui. Et puis, quand vous regardez un peu la SBE, c'est le secteur régalien par excellence. C'est le devoir de l'État d'apporter de l'électricité à tout le monde. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est notre propre argent qu'on vole en réalité. Quand on vole
quelque chose sur les installations de la SBE, c'est vous qu'on a volé, c'est moi qu'on a volé, c'est tous les Béninois qu'on vole. Donc à partir de cet instant, il faut qu'on se lève véritablement pour lutter contre ça. Est-ce que ceux qui volent, c'est parce que eux, leurs maisons ne sont pas éclairées ou bien les familles ne jouissent pas de l'électricité? Vous l'avez dit, c'est des voleurs, c'est des hors-la-loi, c'est des gens qui n'ont rien à foutre de la morale, ils ne connaissent pas le civisme. Oui, c'est des gens dont la place se trouve justement derrière les barreaux, afin qu'ils réussissent. Est-ce des gens dont la gêne de... le gène de sous-développement est logé dans leur ADN. Non, moi vous, biologiste, en tant que biologiste, en dehors de l'ADN, ça peut être logé où encore le gène? Les gènes, c'est justement dans l'ADN. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ça n'a rien à voir avec les gènes. C'est vrai que c'est des mauvais comportements, c'est des choses qu'il faut absolument décrire dans la société. On le fait, on va continuer à le faire, mais à un moment aussi, il faut peut-être que la SBE, en partenariat, je ne sais pas moi, avec la police, les autorités et du secteur de la santé, de la sécurité, pardon, essaie de voir quel dispositif on met en place. Est-ce qu'il ne faut pas donc essayer de voir dans les gendarmeries, dans les commissariats, ce qu'on fait pour pouvoir donc surveiller véritablement les installations de la SBE. C'est ça. Oui, parce que regardez un peu les confrères, ils relaient, ils parlent de 600 et quelques millions. C'est l'argent de qui? Cet argent peut servir à rénover des hôpitaux. Et grâce à cet argent, on peut nous diminuer aussi le kilowattheure. Bien sûr. Bien sûr. Qui coûte cher si les dépenses de la SBE sont moindres, et que finalement, on voit que bon, la SBE génère beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire distribution, voilà, c'est ça, répartition. Voilà, c'est ça. Donc, il faut partager tout ce que l'État gagne. Et c'est ça aussi. On le souhaite de diminuer, par exemple, les kilowatts, de soulager finalement les populations. Mais même si ce n'est pas pour demain, on le souhaite. Quand certains ne comprennent, oui, on le souhaite. Quand certains ne comprennent pas, il faut sévir. Il faut les rechercher, il faut les traquer et les prendre. Et on sait au moins qui achète le cuivre, oui ou non. On sait qu'il y a des gens qui achètent le cuivre. Vous savez? Non, mais attendez, quand les gens finissent, il y a des gens qui achètent le cuivre. Même si moi, je ne les connais pas personnellement. C'est quelqu'un qui prend le cuivre de la SBE, qui détruit les installations de la SBE pour avoir du cuivre. À qui il va le vendre? Au Bénin, ici, on peut savoir. C'est ça. Voilà, donc il faut déjà partir de cela pour essayer de retrouver finalement ceux qui détruisent les installations de la SBE. Parce que c'est grave, j'ai dit les conséquences tout à l'heure, c'est extrêmement grave. Oui. Des populations qui sont dans l'obscurité plusieurs semaines, on va jusqu'à voler des transformateurs que la société installe à coût de millions pour pouvoir alimenter donc les zones. Ça fait quand même plusieurs années que des populations d'un certain quartier de Glodjigbe se plaignent de l'absence de l'électricité et puis on parle de baisse de tension. Une seule personne devient donc le propriétaire attitré lorsqu'il réussit à amener l'électricité chez lui et c'est lui qui distribue, mais finalement la baisse de tension, oui, est accentuée. On installe maintenant, un transformateur et un quidam vient voler. Comment appréciez-vous ce phénomène, Hugues Hector Zougou? C'est de l'incivisme. Il n'y a pas autre nom qu'on puisse trouver meilleur que cet adjectif. Il n'y a pas un mot plus fort? Non, je pense que l'incivisme est à la portée de tout le monde. Et ça permet aussi à celui qui commet l'acte de se rendre compte qu'il ne travaille pas dans la démarche d'un bon citoyen. Vous savez, la question pour moi, elle est plus sensible et elle est plus délicate. La SBE, où se trouve sa délicatesse alors? Oui, à travers cette communication, nous permet en fait de nous mettre un peu plus face à nos responsabilités en tant que citoyens d'un pays. On parle de 600 millions, juste en intervalle de 3 ou 4 ans, si je ne me trompe. De 2020 à 2024. 24, voilà. Et je voudrais quand même remercier tous les confrères qui ont travaillé sur ce dossier-là et qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui des chiffres exacts. Je pense en l'occurrence au directeur de publication de ce quotidien, Le Potentiel. Oui, plusieurs quotidiens en ont parlé d'ailleurs. Et qui est allé de fond en comble sur ce dossier et a pu nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Et je crois que le vrai débat
c'est la question de la vie et de la mort. Parce que dès que vous arrivez à voler les câbles électriques dans une région et que peut-être dans cette zone-là, il y a un centre de santé, il y a une clinique, il y a un hôpital, mesurez un peu l'impact. L'impact, c'est qu'on ne pourra plus recevoir au niveau de ces centres-là des patients et leur permettre d'avoir la vie, préserver leur vie. Donc, pour moi, on doit poursuivre l'enquête. On ne va pas se limiter exclusivement à ce montant de 600 millions qui a été évoqué. Il faut qu'on aille maintenant au niveau de ces régions où il y a 3 ou 4 ans en arrière, des citoyens ou des habitants, je ne dirais pas des citoyens, des habitants, ont pu vandaliser l'installation électrique. Et qu'on puisse voir aussi, au niveau de cette région-là, où se situent des centres de santé. Qu'on puisse voir où se situent des hôpitaux. Et combien de décès on a pu obtenir pendant cette période-là. Et qui a pu avoir comme essence ce vol qui a été fait. En Donc évoquant on fasse carrément une étude approfondie de société. Pour comprendre les conséquences graves. Ça nous permettra de comprendre qu'en réalité, nous ne faisons pas du mal à la SBE, mais nous faisons du mal. Parce que le parent qui est peut-être décédé là, vous vous dites, vous avez besoin de cuivre. Vous voulez vendre le cuivre. Ouais. Mais vous ne savez peut-être pas si c'est un cousin, si c'est un proche, si c'est un parent, si c'est un ami. Donc, pour moi, le problème est plus délicat. Et chaque citoyen doit pouvoir accompagner la SBE. Quand vous regardez bien, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, il y a eu la criette qui nous permet de régler ces cas. Il y a plusieurs cadres de la SBE ou plusieurs personnes de la SBE qui se sont retrouvées derrière les barreaux pour ce genre de situation-là. Comment on en arrive là? Vous êtes recruté par une institution, vous travaillez pour l'institution, vous connaissez le mode de fonctionnement de l'institution et c'est vous maintenant qui vous retrouvez encore avec des quidam pour vandaliser l'installation électrique. Tout ça pose des problèmes de société. Et parfois, je me pose la question de savoir, est-ce que nous mesurons réellement ce que nous faisons comme tort aux autres, c'est-à-dire aux autres compatriotes à nous? Tu veux jeter un pavé dans la mare? Pas forcément. Je veux jeter un pavé dans la mare. Dites-moi. Et comment ces gens-là savent aller, par exemple, démonter des transformateurs et tout, et ne sont pas inquiétés par la tension électrique? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont déjà peut-être travaillé dans le système et qui maîtrisent bien ces appareils, peut-être? Est-ce que des enquêtes ne doivent pas être faites pour aller le plus loin possible, pour véritablement chercher forcément comment dire, le cerveau de ces vols? Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. On ne peut pas venir à Eden aujourd'hui voler des appareils. Vous ne connaissez pas la maison, vous ne pouvez pas y entrer. Et puis quand on parle de l'énergie et haute tension, ce n'est pas n'importe qui se permet... un transformateur, vous comprenez que ce n'est pas pour un voleur ordinaire, non? Exactement. Donc c'est pour moi, ce que vous dites, c'est assez pertinent. C'est pourquoi tout à l'heure, je faisais référence quand même à ces cadres-là ou à ces agents de la SBE qui aujourd'hui se sont retrouvés derrière les barreaux. Est-ce que ceux qui sont derrière les barreaux aujourd'hui sont les seuls? Est-ce qu'il n'en reste pas encore au sein de l'entreprise? Parce que posons-nous les vraies questions. On parle de 600 millions. Les 600 millions, c'est pour les citoyens béninois. Qu'est-ce qu'on fait? À partir du moment où ce montant-là est connu, qu'est-ce que la SBE fait? Est-ce qu'on se permet de dire juste, oui, c'est une perte pour la société et ça s'arrête là? Est-ce que ceux qui ont été, à un moment donné, en prison, à qui on a demandé de rembourser les sous, est-ce qu'ils l'ont effectivement fait pour que ces montants-là retournent dans les caisses de la société? Autant de questions qu'on doit pouvoir se poser. Oui. Pour moi, je trouve que ce dossier-là doit nous interpeller davantage. Oui. Ça doit nous interpeller davantage, ça doit interpeller
davantage les responsables de la SBE aussi, qui déjà ont eu de la bonne foi. Parce que cette information, c'est une information sensible. Elles auraient pu ne pas la partager. Mais je trouve que c'est une communication ouverte pour dire, bon, écoutez, voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Est-ce que nous allons continuer dans la même dynamique ou est-ce que les populations doivent pouvoir nous accompagner? Et quelle serait la contribution du citoyen ordinaire? Dès que vous regardez, vous constatez quelqu'un sur un poteau électrique, vous ne pouvez pas savoir s'il est forcément un agent de la SBE ou pas. Rien ne prouve que c'est forcément la nuit que les gens vandalisent les installations de la SBE. Maintenant, quel est le mécanisme que la SBE met en place pour nous permettre à nous, en tant que citoyens, de savoir que celui qui est monté sur le poteau électrique là, que c'est un agent de la SBE? Ben, quel mécanisme sera efficace? Parce que même il y a des gens qui ne sont pas de l'armée, qui portent le treillis et se font passer pour des militaires sur des routes. Oui. Ça arrive, non? Ça arrive. Oui. Mais quand tu vois un agent en tenue et qui te fait la main, qui te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu ne sais pas si c'est un agent ou pas. Vous avez entièrement raison. Donc, quand même, mais c'est bien déjà de donner des pistes pour qu'on réfléchisse à ces questions. Et une autre chose assez importante aussi, il y a les électriciens qui doivent beaucoup nous aider dans le pays. Pourquoi? Oui. Si je ne maîtrise pas l'électricité, comment je peux me retrouver sur un poteau électrique? Pour connaître la phase neutre. Si on avait l'ordre des électriciens professionnels, par exemple, au Bénin, voilà une institution qui aurait pu faciliter pour dénicher, en fait, ceux-là dans leur rang, s'il y a des gens capables de faire des choses. Exactement. Donc, pour moi, 600 millions, c'est énorme. Il faut qu'on puisse approfondir les réflexions, qu'on arrive à se dire, à partir de maintenant, quel mécanisme nous mettons en place. Dès qu'on a quelqu'un qui monte sur une installation de la SBE, est-ce qu'il y a une ligne verte ouverte, par exemple, où le citoyen peut appeler pour dire, ah, dans notre région, là, on a vu des personnes en train de faire des mouvements à travers les installations. Hein. Est-ce qu'effectivement, ce sont des agents de la SBE? Voilà. Je ne sais pas si un mécanisme marchera, Hugues et Ouma Adéandou, si ils sont allés dans une église voler la Porsche, la route, qui pèse plusieurs tonnes. Hein? Sans qu'on entende gling la nuit, je ne sais pas. Ah, vous savez, quand les gens mal intentionnés sont décidés, ils mettent tous les procédés en place. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne cherche pas à avoir toutes sortes de pistes aussi. Bon, c'est des pistes qui sont complètement plausibles. Hein. Mais ce que moi je veux dire, c'est que c'est pas faux de dire que il peut avoir des gens qui maîtrisent plus ou moins, des gens plutôt techniques, qui ont une certaine expertise dans le domaine donc de l'électricité, qui maîtrisent plus ou moins, qui soient donc impliqués dans ces choses-là. Peut-être qu'on peut voir aussi dans comment on appelle, sur cette piste-là. Mais au-delà de ça, est-ce que vous vous rappelez de la douleur quand le courant vous prend? Oui, je sais, mais au même moment, tout le monde sait que le courant, c'est quelque chose qui passe dans un câble, et ainsi de suite. Donc, ils savent à peu près que si on casse telle chose, ça va couper donc le circuit. Donc, en amont, en aval, là-bas, on peut aller plus loin et donc chercher les choses qu'on veut. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Maintenant, au-delà de ça, moi, je parlais tout à l'heure comment on appelle, des lampadaires qu'on fait le long des nouvelles voies. Oui, ça, vous en avez parlé, c'est solaire. Mais je vais encore au-delà. Ce n'est pas que l'électricité. Regardez, l'eau, c'est la vie, water for life, et on vole des compteurs de la SONEB. On ne peut pas parler de l'électricité sans évoquer ce phénomène. Je me demande ça, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah, il paraît que vous savez ce qu'ils en font. Les compteurs. Il y a une matière qui recherche encore là-bas. C'est toujours le cuivre. C'est toujours le cuivre. Ce qui fait que la SONEB aujourd'hui a commencé par changer les compteurs. Ah bon? Oui, et vous savez ce qui me fait mal? Dans une école à Cotonou, où les enfants ont besoin d'eau, ils sont allés voler les 3 compteurs. Je me rappelle. On avait fait un reportage. Je me rappelle. C'est malheureux. Il y a 3 semaines, si je ne me trompe, il y a eu un réseau qui a été démantelé dans la zone de Godomé. Oui, je me rappelle. Avec beaucoup de compteurs. Exactement, avec beaucoup de compteurs. Oui, beaucoup de compteurs d'eau. Donc, quand on se retrouve à vivre de ces choses-là, ça pose un véritable problème. Ça veut dire que nos compatriotes ne mesurent même pas le sacrifice
que l'État est en train de consentir Non, pour nous permettre... Non, Parce, ils mettent tout le temps sur le dos de l'État, non? Non, Parce que s'ils n'ont pas le boulot, c'est l'État. S'ils n'ont pas à manger, c'est l'État. C'est la faute à l'État. Je ne veux pas qu'on considère ces actes-là comme des actes même d'incivisme. Pour moi, c'est au-delà de l'incivisme. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol caractérisé. C'est des gens Oui, que c'est pas... Mais non, le vol de câble aussi, c'est... Oui, ça... c'est du vol, non? Oui, je suis d'accord. Oui, que ce soit le c'est- compteur, que ce soit tout ça. Mais parce que quand on va parler d'incivisme, la solution, l'une des solutions... Attendez, je vais jusqu'au bout. Écoutez très bien ce que je dis. Oui, je vous Quand écoute. vous allez parler d'incivisme, vous allez me dire l'une des solutions, c'est d'éduquer. Non, ceux-là ne sont pas éduqués. Ils sont enfermés, ils sont arrêtés, ils sont à punir. Oui. Et on doit les mettre sous le joug de la rigueur totale de la loi. Parce qu'ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, et qu'ils commettent ce qui est mauvais, à partir de cet instant, il faut les punir. Et c'est là où je dis, il faut faire très attention. Oui, on va parler d'incivisme pour peut-être des jeunes, des badauds qui ne comprennent pas grand-chose, qui trimballent des... Je n'ai pas très envie de parler d'eux parce que parmi eux aussi, il y a beaucoup qui cherchent juste leur pitance, qui ramassent des canettes un peu partout et puis ils vont vendre. Il ne faut pas qu'on confonde finalement ceux-là. Voilà. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup aussi qui achètent des vieux ventilateurs, de vieux appareils électroménagers que les gens... Donc, ils nous permettent aussi de nous débarrasser de cette poubelle-là. Ouais. Et donc, ils vont les recycler d'une manière ou d'une autre, extraire finalement tout ce qui peut être réutilisable. Et voilà. Ça, je ne veux pas les accabler tous, mais il y a certains parmi eux aussi qui ne sont pas conscients, qui se disent, ah, le truc là, si je coupe ici maintenant, c'est sûr que le courant là va plus venir. Donc, je vais prendre ça et je vais aller vendre. Donc, pour ceux-là, peut-être on peut, mais là encore, c'est du vol. C'est du vol, oui. Il faut punir. Il faut punir. Moi, je ne sais pas. Enfin, on a beau chercher des solutions. La première des solutions, c'est de démanteler les réseaux. C'est de chercher à savoir qui sont les fautifs. À qui est-ce que ça profite le vol des installations et de la SBE et de la SONEB. À qui est-ce que ça profite? Il faut partir de cette base-là. Soyons un peu plus concret. Comment on peut aider la police? Faut-il installer des caméras, je ne sais pas, à l'insu de tout le monde, à des endroits donnés? Voilà, ça, par exemple, surveiller des zones, je ne sais pas, oui, c'est des pistes de solutions. Comment aider la police, comment aider l'État? Ça, par exemple, comment l'État peut s'aider également à préserver ces installations? Quand vous parlez de caméras, je pense qu'on doit aller à cette étape-là aussi. Dans certains pays africains, déjà, ça se fait. On ne va même pas très loin. Enfin, je ne vais pas prendre d'exemple pour qu'on dise que je prenne. Dans certains pays africains, on a déjà des caméras qui sont là. Puisque, non, je ne vais pas prendre vous avez visité des pays donnés, vous avez vu des choses. Oui, j'ai vu des choses. Donner des je ne vais pas prendre des exemples, mais les gens savent de quoi je parle. Les caméras sont essentielles. Si on peut arriver à cette étape-là, c'est très important. Des caméras, aujourd'hui, vont même jusqu'à nous permettre, dans ces pays-là, de dénouer des crimes commis. Voilà. Et grâce aux caméras, finalement, on arrive à détecter qui était donc le coupable. Oui. Donc, des affaires de crime ont été complètement dénouées comme ça. Et on a pu... Donc, chez nous aussi, on peut, une fois que les caméras sont là, c'est fini. Déjà même, c'est dissuasif. Quand vous mettez les caméras, les gens n'auront même plus envie de s'attaquer à certaines choses, de commettre certains forfaits. Ça va devenir plus compliqué pour eux. C'est vrai que quand on va les installer, c'est des gens qui réfléchissent aussi, ils sont là, ils vont se dire, mais comment est-ce qu'on va... Ils vont peut-être commencer à détruire aussi les caméras, ainsi de suite. Peut-être que c'est les caméras qui vont devenir finalement ce qu'on va voler. Donc finalement... donc en tout cas, il faut qu'on trouve des solutions. Et l'une des solutions, selon moi, c'est aussi ces caméras-là. Pourquoi pas? Et peut-être aussi, je ne sais pas. Maintenant, quand vous parlez aussi du fait que quelqu'un est sur le poteau et que, bon, là, je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire parce que, généralement, il faut être un bon technicien pour aller complètement tout là-haut. C'est assez complexe. Je me demande comment est-ce que, rien que pour vendre du cuivre, il va aller prendre tout ce matériel. Le petit courant qui me prend à la maison, si je crie, vous allez penser que je suis tombé du poteau électrique. Je me demande, en tout cas, c'est des gens, en tout cas, qui connaissent... En tout cas, pour voler des installations de la SBE, il faut connaître un tout petit peu le principe du courant électrique. Un tout petit peu. Oui, déjà même, quand ils prennent les coffrets, ils vont se dire, mais si je coupe quelque part, c'est sûr que le courant... Moi, je ne peux pas me permettre cela, par exemple. Voilà. Donc, c'est des gens qui comprennent plus ou moins le principe. Ce qui me fait rire, quand on est enfant, parfois, on fait des choses sans réfléchir. Vous savez que le courant électrique, parfois, quand vous attrapez le BBCT et la moto BBCT, quand vous attrapez là-haut la corde qui est sur la bougie là, parce que quand on met la bougie, on amène la corde. Moi,
appelle ma cousine, je dis de tenir la corde. Et tu actionnes la manivelle, c'est malheureux. C'est pas très gentil. Hein? C'est pas sérieux, Et elle sent l'électrocution. Et ça, c'est la petite charge, hein, c'est rien du tout. Vous voyez ce que ça fait. Donc, quand vous parliez de courant électrique, je me suis rappelé de ça. C'est réel. Quand on fait des choses. Le directeur Zogo, mais on nous avait promis des caméras à Cotonou. Est-ce que la ville de Cotonou est surveillée par caméra déjà? Ça a commencé. Je ne veux pas parler des artères, mais ça a commencé. L'installation des caméras à Cotonou, ça a commencé. Mais il faut aller plus loin, puisque Ouma propose que c'est une solution à envisager. Non seulement ça a commencé, mais ça permet déjà à la police républicaine de vous envoyer, comment je vais dire, des contraventions. Des contraventions, ça a commencé. Ah, c'est avec les caméras? Oui. Mais dites-nous où sont situées les caméras? Non, pas besoin. Ça c'est de l'incivisme. Voyez-vous. Ça, par exemple, ce que vous me demandez, si je l'avais fait, ça aurait été de l'incivisme. Ah bon? Donc, je partage son avis quand il dit ce qui se fait là, c'est plus que de l'incivisme, c'est du vol. Et une autre solution, je pense quand même que, avec aujourd'hui l'évolution de la technologie, on peut commencer par installer, pourquoi pas, des puces au niveau des transformateurs. On installe des puces comme une boîte noire pour un avion, par exemple. Ah, d'accord, oui. Et donc, dès que le transformateur a été vandalisé, où que vous soyez, où que vous partiez, on a quand même... un peu pour localiser. On va localiser. Ça, c'est une technologie vraiment avancée. Hein? On va localiser. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? On met des puces dans les transformateurs. Exactement. Je suis sûr que ça va revenir un peu moins cher que les caméras. Voyez-vous? Peut-être plus cher encore. Hein. Bon, ça dépend. Ça dépend. Je n'en ai aucune idée. C'est juste une piste que j'évoque. Mais je trouve que si on doit utiliser des caméras aujourd'hui, prenons la zone de Cotonou. Prenons la zone de Cotonou. Vous voyez l'investissement? En termes d'investissement, au moment où une autre localité, une autre région de notre pays est en train de rechercher de l'électricité. On va prendre cet argent-là pour venir renforcer ce qui était dans une ville comme Cotonou ou dans une ville comme Parakou, Djougou, je ne sais. Donc pour moi, on peut régler autrement le problème. C'est vrai qu'avec la question des puces aussi, c'est des moyens supplémentaires. Absolument. Ça va revenir un peu plus cher à la SPE. Absolument. Mais puisqu'il faut demander une technologie alors spéciale. C'est ça. À ceux qui confectionnent les puces. Les transformateurs. Si. Et je trouve qu'avec les caméras, comme il a dit, on va mettre les caméras tout de suite aujourd'hui. Vous allez voir, les gens vont laisser maintenant les transformateurs. Ils vont commencer par voler les caméras. Et ils vont laisser les transformateurs. En fait, vous voulez régler un problème. Mais ils ont encore d'autres bijoux. Les caméras deviennent d'autres bijoux pour eux. Ils vont laisser les transformateurs parce qu'ils vont se dire, ah, les transformateurs là pèsent. Autant voler une On ne sait même pas à quel moment ils montent sur les poteaux électriques pour prendre les batteries. Pour voler les batteries. Les poteaux sont debout partout, mais les batteries ne sont pas là. Oui, tu te réveilles le matin, tu vois que c'est déjà enlevé. Regardez, c'est triste. Comment est-ce qu'ils le font, quoi? C'est incroyable. Regardez l'artère de Godomé pour Ouida. Oui. Tout ce qu'il y a comme panneaux. Regardez comment c'était beau. Oui, on pouvait circuler aisément la nuit. Aujourd'hui, c'était très facile. Aujourd'hui, vous prenez par cette artère-là, c'est le noir qui vous accueille à des endroits donnés. Il faut forcément qu'on trouve des solutions. Vous avez donc parlé des pistes, vous avez condamné. On va passer à un autre sujet. Oui, je voulais dire, juste, quand vous en parlez, je me souviens également de tout ce que les gens volent, les bouches d'égout qu'on ferme avec du métal, qu'on va aussi extraire et qu'on va fondre finalement. Voilà. Donc tout ça aussi, c'est des choses. Mais ce que il propose en parlant de puces, mais moi, je suis un peu sceptique par rapport à ça quand même. Pourquoi? Parce qu'on casse les transformateurs. Et puis vous allez retrouver votre puce quelque part dans la brousse, quelque part. Oui, mais ils vont casser ça, ils vont pas laisser. Ils cassent tout, ils débrouillent tout, rien que pour avoir. Donc tu vois, vous voyez. Donc moi je me dis, il faut trouver en tout cas des solutions.
la solution caméra, bon, on peut démarrer avec ça, le temps qu'il trouve des moyens de vendre les caméras à quelqu'un. Au moins, peut-être qu'on pourra démanteler les réseaux d'abord. Les réseaux d'abord, très bien. Parce qu'en fait, il y a des caméras qui envoient directement les informations à un centre qui est la base. Ça, c'est ce qu'il y a de plus idéal. J'ai pensé à ça, les agents surveillent depuis la base là-bas. Donc, les caméras, là, si tu n'as pas besoin d'aller chercher les informations dans les caméras. C'est les caméras même qui sont dirigées depuis le centre. Depuis le centre. Oui, on peut changer la direction. Voilà, c'est ça qu'il Si au niveau de la base, on ne vous comme à Londres. Oui, si au niveau de la... Je ne suis jamais allé là-bas, comme à Londres. Si entre-temps, on ne vous disait pas qu'au niveau de la base génératrice, qu'il y a eu coupure. Parce que ce que nous disons là, en fait, il ne faut pas oublier que c'est tout un réseau. Ouais. C'est tout un réseau. En tout cas, on va y arriver. On va trouver la solution avec les analyses. Ça va donner des pistes de réflexion aux décideurs politiques, aux décideurs à des niveaux donnés de ces sociétés-là, afin que des solutions rapides soient trouvées. On va passer à un autre sujet. On ira maintenant à la une du quotidien Le Pays émergent, qui parle de participation de l'opposition aux élections générales de 2026. Je n'ai pas mis tout le titre parce que c'est long. 2 comités installés pour l'étude des dossiers de candidature du duo. Et pour parler donc, on va mettre du duo LD peut-être, pour parler du parti Les Démocrates. Oumar Béanjou, est-ce qu'on a besoin de faire tout ça avant de désigner le duo de candidats, ou bien c'est ça même qui montre qu'il y a un problème et que le parti couvre quelque chose, que c'est difficile pour le parti de désigner facilement son duo, ce qui amène donc à utiliser des procédures de transparence, je vais dire, entre guillemets, qui va s'imposer à tout le monde. Parce qu'on a vu des gens travailler en quelques heures, même si je ne sais pas si c'est nuitamment ou quand, et le lendemain, on s'est réveillé avec l'annonce. La mouvance présidentielle, c'est la mouvance. Moi, je ne parlais pas de la mouvance. Vous parlez de qui? Et on nous a sorti les noms, et puis voilà, le matin. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'abord, une première chose, vous avez posé une question au départ. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Moi, je dis, on peut avoir besoin de tout ça pour faire le travail comme cela se doit. Mettre en place un dispositif. Dans le cas des LD, il y a un comité ad hoc qui a été mis en place pour étudier, donc une première partie du comité pour étudier les candidatures de la présidentielle et des législatives, et l'autre comité pour étudier donc les candidatures pour les communales. Donc ça peut se comprendre. Mais pourquoi c'est à quelques jours seulement qu'on vient mettre ce comité en place? Pour moi, personnellement, ça traduit une petite difficulté à désigner des candidats. Je ne veux pas dire mésentente. Non, on ne va pas dire tout de suite malaise. Parce que c'est la guerre de leadership, c'est ce qui caractérise nous, Béninois, dans notre manière de faire de la politique. Tout le monde veut être chef. C'est comme ça le Béninois même est d'ailleurs. Tout le monde veut être président. Au Bénin, oui, tout le monde veut être chef. Président. Même tu rentres dans l'administration, le gars qui t'accueille à l'accueil, il se comporte déjà comme si c'était pour lui déjà, comment on appelle, toute l'entreprise. Parce qu'il travaille là. Oui, vous voulez quoi? Vous voulez... Donc il y a cet égo là qui existe chez les Béninois de manière très générale. Vous avez me dit que c'est humain, mais moi j'ai remarqué. C'est pas humain. Oui, c'est très humain, mais on est sorti de notre pays, on a vu ailleurs. Les gens ne sont approchés. Chez nous, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Tout le monde veut être chef. Pourquoi tout le monde veut être le chef de l'autre? Pourquoi on ne peut pas... Tout le monde veut être président. Voilà. Et ça aussi, la preuve, les jeunes qui se promènent là, qui veulent vous soutirer de l'argent. Et président, voilà. Président, c'est pour vous saluer. Voilà, parce qu'ils savent que tu aimes ça. Et quand on va bien te cajoler, tu vas donner un peu de sous. C'est bien malheureux. Et cela se retrouve finalement dans la politique. On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à désigner le bon candidat. De l'autre côté, il y a de la fermeté, il y a de la rigueur. Il y a quelqu'un qui arrive certainement peut-être à s'imposer. Mais ici, on voit que c'est un peu plus complexe. On n'arrive pas à abandonner les égos pour l'intérêt général. On n'arrive pas à abandonner ce que nous sommes pour permettre finalement aux partis deux comités. Oui. C'est pas un comité, c'est deux comités. C'est deux partis. Il faut étudier les législatives, la présidentielle à part, et donc les communales également
à part. Donc il y a beaucoup de noms aujourd'hui qui circulent dans les listes et on ne sait pas, on ne s'entend pas. Oh là là. Donc c'est ce que ça traduit. Et ça, il va falloir à un moment que les démocrates mettent de côté, on va dire, leurs ambitions personnelles, leurs égos, leurs intérêts personnels pour penser à l'intérêt du parti, pour penser à tous ceux qui les soutiennent, tous ceux qui attendent. Je vais même dire le peuple, parce qu'on attend. Pour notre démocratie, c'est essentiel aussi. On attend ce duo-là aussi, parce que c'est le principal parti d'opposition au Bénin. Et quand la mouvance présidentielle a déjà choisi son candidat, il est bon, il est de bon ton aussi que les autres, à un moment, nous désignent le candidat. Et voilà que c'est entre le 10 et le 14 octobre, ça sera complètement terminé. Juste quelques jours encore. Et on est encore à l'étape de former d'abord un comité pour aller ensuite étudier les dossiers. Donc, pour moi, c'est ce que ça traduit. Mais à un moment, il faut dépasser cela. Il faut qu'on écoute un tout petit peu peut-être le chef. Il y a beaucoup de noms certainement qui circulent. On parle, je crois, de Nourenou Achadé, de Eric Ndete, de Guy Dossoumi Tokpe, de l'avocat de Mme Reki Amadoko, Renaud Agbodjo. On parle de tout ce monde-là. Qui sera désigné? Qui sera désigné? Est-ce qu'il ne faut pas faire une introspection de manière individuelle et se dire, ah, écoutez, je vais moi-même, pourquoi pas, prendre le dossier de Maury, alors que moi-même, je vais prendre son dossier et comparer à moi-même mon propre dossier. S'il a quelque chose de supérieur à moi, reconnaissons-lui ça et permettez aux gens de partir. Mais aujourd'hui, maintenant, on en arrive finalement à désigner un comité. Un comité, une fois que le comité est désigné, vous connaissez la suite? Non. Ils vont devoir s'asseoir et énoncer des critères. Et maintenant, ça encore, c'est toute une autre procédure encore qu'il faut mettre en place. Et les critères vont sortir. Qui va respecter les critères? On va devoir corser les critères. C'est qui on prend finalement? Voilà le problème qui se pose au niveau des LD. Moi, je pense que c'est une guerre de leadership, c'est une guerre d'ego. Il faut à un moment abandonner toutes ces choses-là et faire confiance un tout petit peu au président Boni. Dans tous les cas, le monsieur, actuellement, je suis sûr qu'il est complètement deboussolé. Jusqu'à en arriver à dire on met en place un comité. Imaginez dans quel état il est, imaginez dans quel état d'esprit il est. Il va se dire, mais bon, finalement, si vous ne voulez pas qu'on désigne nous-mêmes, entre nous, s'entendre entre nous, parce que je sais que lui, il n'est pas candidat. Lui n'a pas envie. Mais écoutez-vous, entendez-vous. Et puis lui, il peut être celui sur qui on va donc se baser pour donc désigner ces personnes-là. Pourquoi? Il a déjà l'expérience de la fonction. Il sait ce qui se passe là-bas. Donc lui déjà même, normalement vous pouvez même le prendre comme le grand jury, lui tout seul. Il connaît, il sait c'est quoi cette fonction-là. Il connaît tout ce qu'il faut pour pouvoir donc mener à bien la mission qu'un président de la République doit donc mener. C'est essentiel. Et il connaît même la posture. Dans la posture, quand je parle de posture, je ne parle pas seulement de l'habit, de la manière de s'arrêter, mais dans la manière d'incarner donc cette institution qu'est la présidence. Il connaît tout ce qu'il faut. Il connaît les individus plus ou moins. Donc pourquoi on ne lui fait pas confiance un tout petit peu pour dire, ok, ramenons tout le monde vers lui. Et donc, dès qu'ils décident, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Puisqu'il n'y a pas de primaire. Ils n'ont pas fait de primaire et finalement, c'est un comité qu'on met en place. Mais bon, on attend de voir. L'essentiel est que ce jeu soit désigné pour que donc, notre démocratie, à mon avis, dans un bref délai. Oui, mais là, maintenant, c'est la Constitution qui le leur impose. Hein. Ah oui? Oui. Au plus, le 14 octobre, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Voilà. Hugues Zogo, le parti LD, va-t-il s'en sortir avec tout ça? Je voudrais poser la question de savoir est-ce que le parti... Et puis un quotidien a écrit que le parti est déboussolé, des choses comme ça. Oui, ça un quotidien, vous l'avez lu? Bon, c'est quelques commentaires. Et vous voyez Hugues Zogo, vous voyez mon regard? Vous voyez mon regard? Vous voyez à quoi je fais allusion? Je voudrais poser la question de savoir est-ce que le parti de l'opposition, les démocrates, va effectivement aux élections présidentielles de 2026? Je ne pense pas. La réponse est oui. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit dans la démarche de se rendre aux élections. En tout cas, ils vont nous le dire peut-être dans quelques jours avec Oumar et Carole qui va leur poser la question dans ce studio. Je suis convaincu que ce parti n'ira pas aux élections présidentielles. Vous êtes convaincu en plus? Je vous dis, je suis convaincu que ce parti n'ira pas aux élections. Vous êtes l'assistant du président du parti? Je n'ai pas besoin d'être assistant. Écoutez, on a eu en face de soi Patrice Talon, qui vous a arraché le pouvoir d'État après avoir passé plusieurs années en exil. Il est rentré juste à quelques mois. Contre toute attente, il dame le pignon à votre candidat, le candidat de la mouvance, pas des moindres,
Lionel Zissou, économiste international reconnu. De renom. De grande renommée. Premier aspect. À partir de ce moment-là, vous vous dites, celui-là, il n'est pas venu au pouvoir pour s'amuser. Les 2 premières années ont été des années au cours desquelles on n'a fait que de la prospection. On a mis en place les bases de ce qu'on veut développer comme mode de gouvernance. En ce moment, on a travaillé à mettre dans la conscience collective des Béninois que ce gouvernement, c'est un gouvernement maquette. Dès la 3e année, la graine qui a été mise sous terre a commencé par germer. D'accord. En intervalle de 9 ans, 10 ans, tous, autant que nous sommes, qu'on soit de la mouvance, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du centre, qu'on soit du centre, on se permet de dire aujourd'hui qu'il y a eu... Même les aveugles ont vu. Qu'il y a eu des avancées significatives. Le dernier, c'est le déplacement du chef de l'État sur le chantier de la construction du siège de l'Assemblée nationale. Mais il n'a pris part devant le musée de la corruption. Je ne sais pas de quel musée vous parlez. Quand on regarde ces éléments, on se permet de dire en retour, quand on est opposant, qu'on doit pouvoir travailler à arracher le pouvoir d'État et permettre aux concitoyens de comprendre que soi-même, il y a quelques années en arrière, on avait fait une mauvaise politique pour diriger le pays. Contre toute attente, on est là. On s'attendait à ce que, en un premier temps, la mouvance présidentielle nous permette de connaître ces candidats en octobre. Ils ont assez communiqué autour de cette période-là. Et puis, c'est pratiquement le 31 août que l'annonce se fait. Et donc, tout le monde se dit, mais quel est ce jeu-là? Quelle est cette carte-là sortie? Et quand on regarde la carte jouée par la mouvance, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec un chef d'État réformateur au nom de Patrice Talon, on dit dans le rang. Dans les rangs. Vous envoyez ces mots-là ici. Oui, ils se sont retrouvés dans le rang. Pourquoi? Parce qu'on rêvait d'une nouvelle classe politique. On ne voulait pas renouer contact avec l'ancienne classe politique. On rêvait d'une nouvelle classe politique. Et celui qui a été choisi ou celui qui a été désigné par la mouvance présidentielle, c'est un nouveau regard. On ne peut pas dire qu'il est angélique parce qu'il a participé à la gestion de Patrice Talon. Donc il y a sans aucun doute des choses qu'on peut reprocher au régime Patrice Talon qu'il va endosser en toute responsabilité. Mais on se rend compte que il va. À travers sa personnalité... Il n'a pas encore endossé, vous le voulez dire? À travers sa personnalité, c'est un autre signal qui se donne. Faisons autrement la politique. Et donc ceux qui ont aujourd'hui des diplômes vont pouvoir se retrouver dans l'appareil d'État. Ce ne sera plus demain des personnes qui, de tout temps... Est-ce que les démocrates vont s'en sortir, Hugues Tonjougou? Mais pourquoi vous avez du mal à me laisser conclure? Non, parce que le temps passe. Le dernier je vous ai laissé faire votre développement. Maintenant, je vous pose la question maintenant. En fait, je vous donne ces indices-là pour vous faire comprendre que les démocrates se retrouvent dans une posture de distraction. Excusez-moi du peu. Ils ne sont pas déboussolés comme l'a dit un quotidien. J'attendais que, je ne sais pas, je vais fouiller, aidez-moi à voir ce quotidien parce que moi qui le dis, ils sont mieux que déboussolés. Ils sont mieux que déboussolés. Pas moi je n'ai pas dit ça. Là où ils sont actuellement... Moi je ne crois pas qu'ils sont déboussolés. Là où ils sont actuellement... Ils sont plutôt méthodiques. C'est de la méthode. Lorsqu'on installe 2 comités, c'est de la méthode. Installer 2 comités à 2 semaines. Oui, c'est de la méthode, mais ça traduit autre chose. Et je vous l'ai dit tantôt. Vous savez, vous pouvez, quand vous dites 2 semaines, vous pouvez dire méthode improvisée, mais c'est de la méthode quand même. Qu'elle soit improvisée ou non, c'est de la méthode. Et quand vous regardez le personnage, quand vous parlez de l'improvisation, quand vous regardez le personnage, vous voyez qui? Vous voyez l'ancien président Boni Yahi. N'allez pas là. D'accord? Bon, je ne vais pas là. Ce que moi je dis.
Non, pour être très sérieux, hein, ce que je veux dire, c'est ceci. Maurice, vous me suivez? Non, en fait, je réfléchis quoi. C'est-à-dire, je réfléchis. Bon, il n'a pas tort, mais nous n'allons pas là-bas. Parce que quand il parle de l'improvisation, ça me rappelle la descente sur l'autre chantier. Oui. Mais c'est ça. Où on a dit, je vous donne 500, c'est combien 500 millions. Attendez, la date. Non, pas ça au-delà de ça. Mais... non, n'allez pas là. Bon, d'accord, c'est bon. Mais il a dit de pas aller là. Oui. Restons dans l'analyse pure et dure de la situation. Le plus objectif possible. Revenons encore à cette objectivité à laquelle moi je tiens énormément. On voit une situation qui se pose. Mise en lien avec ce que j'ai l'habitude de dire sur ce plateau-là. Allez travailler. Je l'ai dit, si oui, vous en l'avez souvenez. dit, Je l'ai toujours dit, les démocrates doivent travailler. Parce que les autres ne sont pas là en train de s'amuser. En même temps qu'ils construisent... On nous a dit que tout est fait prêt pour l'installation. On nous le rappelait tout le temps, que non, c'est bon, c'est le parti du... Aujourd'hui, on est où? Où est-ce que nous sommes? C'est la preuve qu'il n'y a pas eu un travail qui a été fait en amont depuis ce temps-là jusque-là. C'est aujourd'hui maintenant qu'on met un comité en place, avec des critères, avec, on va dire maintenant, mettez ci, mettez ça, il faut ci, il faut ça. Et finalement, c'est des guerres d'ego. Moi, je reste optimiste. Ils vont nous sortir le duo. C'est bon pour notre démocratie. Moi, je les attends. Le peuple leur en tiendra rigueur pour ça, si jamais ils ne sortent pas ce duo-là. Oui, ils doivent nous le sortir pour sauver notre démocratie. C'est essentiel. C'est le principal parti d'opposition. Il y a des milliers de personnes qui croient en eux. Et donc, rien que pour ça, ils doivent travailler à sortir ce duo-là. Vous y croyez? C'est essentiel. Et Hugues Hector Zogo n'y croit pas. Mais dernière question, pour finir. Hein. Est-ce qu'ils ne vont pas travailler aussi à mettre un peu plus de jeunes à la tête du parti pour donner l'impulsion qu'il faut? Voilà. Parce que là, c'est comme si les choses étaient diverses. C'est ce que je voulais dire et qu'on m'avait arrêté. D'accord, donc finissez. Vous avez une seconde, vous avez 30 secondes. D'accord. En désignant Romuald Wardani, c'est un signal qui est envoyé aux autres aussi. C'est pas un profil comme ça. On a beau décrier, on a beau dire tout, oui, mais c'est un profil auquel il faut faire face. Mais qui va faire face? Qui va faire face? Un vieux. Donc il faut aller chercher la bonne personne. Il faut aller chercher la bonne personne, celui qui va peser réellement. Et je dis et je répète, au sein des démocrates, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que l'expérience du président Boni Yayi ne peut pas faire foi? Oui, il connaît comment on appelle la fonction. Il sait ce que c'est. Mais accordez-lui une certaine crédibilité. Donnez-lui les dossiers et qu'il vous dise, ok, moi je vois ces quatre-là, maintenant parmi ces quatre-là, essayez de discuter. Il crée l'objectivité. Il crée l'objectivité. Voilà, il crée l'objectivité. On va finir. Merci Ouma pour on va finir. Ce que vous dites, c'est pertinent. Il crée l'objectivité. Parce que quand on regarde le parti Les Démocrates... Vous voyez, même si ce qui n'existe pas, on l'entend, il veut positionner une fille, un enfant, des choses comme ça. Peut-être qu'il n'y a rien de tout ça. De vous à moi, est-ce que Tchabi Yayi, qui est fils du président Boni Yayi, a plus de poids politique aujourd'hui que l'ancien député à l'Assemblée nationale Guy Mitop, vous voulez dire? Je voudrais même aller un peu plus loin en parlant il a trouvé. Oui, il a trouvé. Les préparatifs de l'investiture du duo Wardani. Oui, c'est en bas. Oui, il est là en jaune. L'opposition paraît déboussolée. Selon ce n'est même pas le quotidien qui l'a dit. Et c'est Messon Diego qui le dit. C'est un député de la mouvance présidentielle. Oui, il est dans son rôle aussi. Et cette lecture n'est pas totalement fausse. Moi, je vais vous dire, moi, je ne vais pas utiliser le mot déboussolé, mais moi, je vais dire plutôt dos au mur. Oui, parce que quand on a dos au mur, c'est là qu'on prend ces genres de décisions où on se dit, bon, ok, vous ne voulez pas écouter ce que je dis, vous ne voulez pas écouter ce que, en tout cas, les sages du parti vous demandent de faire. Donc, allez-y, ok, voilà un comité, ok, allez-y, faites avec le comité, voilà. Ce qui me fait mal, c'est que le parti devait se préparer et anticiper, comme il a toujours dit sur ce plateau, Ouma, il faut que le parti travaille. Tout ça là devait être anticipé. Moi, je pensais quand même que peut-être c'est les démocrates qui allaient être en premier, rapidement pour nous afficher la dio, avant pour devancer la mouvance. Ça n'arrivera pas parce que vous avez... On va finir. Parce que vous avez l'honorable Éric Onete, qui en réalité aurait été une très belle proposition pour le Parti des démocrates. Selon vous. Mais sur qui? Selon vous. Mais sur qui? Malheureusement, le choix ne sera pas porté.
Bon, on ne Vous sait avez pas. un Moi, certain- on ne sait pas. Moi, pour Vous avoir avez connu un- un tout petit peu, On ne sait pas. un tout petit peu Guy Dossou Mitokwe Vous avez aussi. un Moi, je dis certain- que le docteur Guy Dossou Mitokwe aurait été un très bon choix aussi. Mais malheureusement, la jeunesse. Oui, malheureusement, c'est un visage trop populaire, un peu trop. Non, à la- je ne Vous crois avez- pas. vous Est-ce avez- que c'est pas je ça ne aussi crois qui pose pas. le problème? Je Vous ne avez crois pas. vous avez un certain Kavi Yahi, En Côte d'Ivoire, Fils. Laurent Gbagbo n'est pas un visage populaire. fils du président, le même contexte. fils du président Boni Yahi. Le parti a fonctionné pour la plupart du temps sur les fonds du président Boni Yahi. Vous ne savez pas sur En quel fond. dehors, Non, je ne non. vous le permets pas. Non, je ne vous en- le permets en pas, vous deux- ne savez pas. en Sur quel deux- fond le parti en fonctionne. deux- en- Dans un parti, on fait des cotisations. De sur quelles quelques euros. cotisations? Oui, n'insistez pas. Aujourd'hui, on a quand même on a la Vous Cour êtes des- membre du parti? On a la Cour des comptes hein, qui peut nous Vous permettre. êtes membre du parti politique? Vous savez très bien que On je ne le sait suis pas sur quel fond les partis fonctionnent d'ailleurs. Non, On ne sait pas. Vous savez, il faudrait pas. C'est même pas que. On ne sait pas. Ce n'est pas que des déclarations. Hein. Ce n'est pas que des déclarations. Quand vous regardez. Vous voulez insister? Oui, j'insiste. Bon, d'accord, dessus. on va clôturer. D'ailleurs, le temps. Bon, je vous donne quelques minutes pour finir. Pour finir, Rapidement, je dirais quand même que j'ai peur pour ce qui se passe là, au niveau du Parti Les Démocrates. Il faudrait que les uns et les autres ramènent la balle à terre. Parce que c'est le meilleur parti de l'opposition que nous avons aujourd'hui au Bénin. Et s'ils arrivaient à choisir le duo. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, en dehors de. Il n'y en a plus d'autres. Quelqu'un Non, a même claqué si- la porte. même- Votre ami a claqué la porte même de si- la Voilà de encore une autre l'opposition. réalité. Et puis on apprend qu'une autre personne a rallié. Voilà LD. Bon, voilà un fait encore la- qui met de l'eau au moulin à ce que dit l'honorable Mexan Diego. Oui, le MPL qui sort, le conseil, le cadre de concertation. Monsieur Eda, là, de quoi Moutebe, on dit que Monsieur Eda est le candidat des réseaux sociaux. Voilà, chacun. Et ouais, oui, d'autres c'est disent écrit quelque part là-bas. qu'il a rallié LD, je ne sais pas. Non, moi j'aimerais Il faut qu'on- dire quelque chose pour finir. Oui. Les démocrates. Pour vraiment finir, Oui, pour quoi, vraiment parce finir. que- Les démocrates ont passé tout le temps à mettre en avant un narratif qui consiste à dire que voilà, et il y a une théorie du complot un peu partout, les institutions sont inféodées, Oui. les institutions ne sont pas Voilà. si. Tout de suite, quand ils ont eu la première récrimination contre la Direction générale des impôts, qui avait demandé le quitus fiscal, on a dit le truc en leur faveur. La solution était ce qu'ils voulaient exactement. Eux, on le leur a donné. Aujourd'hui, je pense qu'il peut être un tout petit peu confiant aux institutions de la République et travailler comme cela se doit. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Laissez tomber un certain nombre de narratifs. Sauvons cette démocratie-là. Moi, ça, c'est Oumar Adé un jour qui va parler maintenant, là, tout de C'est pas suite. l'analyse politique, Je dis, oui, C'est l'analyse politique. c'est le ou bien Béninois, Oumar c'est le Adé Béninois Andou? qui parle. Béninois. C'est le Béninois qui parle, qui écoute la population, qui Béninois entend. de quelle région? Non, Béninois tout court. D'accord. Le Béninois qui parle et qui écoute ses compatriotes. Moi, je dis aujourd'hui, le candidat qu'on attend pour sauver cette démocratie-là, pour donner un peu plus de poids à notre démocratie, pour élever un tout petit peu encore notre démocratie, c'est le candidat des démocrates. Tout autre candidat, tout le reste là, je ne vais pas utiliser d'autres mots. Oui, ils ont le droit de venir, de proposer leur candidat. Mais pour les démocrates, le peuple l'attend réellement. Et qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que les gens en soient conscients. Non, Ils notre doivent démocratie être a un problème. Je voulais. Notre je voulais démocratie n'a rebondir. peut-être pas de problème. Les Oui, institutions mais vous marchent. parlez d'équilibre démocratique. Oui, C'est-à-dire oui, en matière du oui, processus électoral. Oui, Bon, d'accord. À Très bien. part la mouvance présidentielle, qui a plus de poids dans l'opinion aujourd'hui? Et cette opinion-là les attend. Très Il bien, faut qu'ils merci. réagissent. Ça, je voudrais vous, apporter qu'est-ce un que je élément voulais sur vous le plan dire, institutionnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais apporter un élément sur le plan institutionnel pour dire que même au-delà de cette démarche de la Direction générale des impôts, il y a aussi eu l'audit du fichier électoral Voilà. qui a On été leur a demandé accordé également. par l'opposition. Voilà. C'est plusieurs centaines de millions Les résultats ont qui été sont... présentés, moi je Oui, ne me et rappelle plus. présentés. Non, non, Et je- puis, J'étais dans le pays. J'étais dans le pays. Oui, non, mais Les résultats ont été présentés. Oui, il y Jusque-là, a je eu- ne sais il y pas a si eu- les il y résultats a ont été eu- il y présentés. a eu une première séance qui a été faite. Mais c'est pas rendu public ou quoi? Oui, rendu public déjà avec les partis. Il y a eu une séance qui a été faite Je avec sais les pas, partis politiques. J'ai raté quelque chose. Non, il y a eu une séance qui a été faite avec les partis politiques. Et D'accord. ils ont aujourd'hui une idée claire de ce fichier-là à partir duquel nous allons aux élections. élections, d'accord. Ça, c'est de la bonne foi du gouvernement. d'accord. Maintenant, si Moi, je vais dire même des malgré, institutions, tout simplement. bien qu'on ait fait tout ça, si c'est toujours la guéguerre qui va emporter sur la raison,
Je pense que ce n'est pas bien pour C'est la pas République. bien, Ouais. c'est pas bien. Merci à vous. Oui, vous avez eu du temps quand même pour décortiquer suffisamment les C'est un choses. Il sujet fallait le important. faire. La C'est un population sujet attend, oui. important. La population attend. Chacun a son avis. Continuez les débats. Le débat chez vous, dans vos quartiers, dans vos rues. Et voilà, on rentre en week-end. Ne ratez pas de continuer les discussions. Et on demande aux démocrates de faire rapidement les choses pour que on puisse savoir que oui, nous avons maintenant voilà, ce qu'il faut pour donc confirmer que nous sommes un pays totalement démocratique, expérimenté pour aller aux élections avec deux bords, mouvance, opposition. Et voilà, mesdames, messieurs, ce fut un plaisir. Marcel Yedo, avec voilà, son professionnalisme, a conduit donc cette émission jusque-là.